Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État avait reflété la position de l'Égypte concernant le conflit au Proche-Orient, à savoir Gaza, évidemment, ce qui se passe à Gaza, et a mis en garde contre l'escalade de la tension dans cette région du Proche-Orient. Et de surcroît, il y a d'autres conflits qui sont à l'horizon et tout précisément entre l'Iran et Israël. Et par conséquent, le chef de l'État aussi a mis en garde contre le déclenchement de ces conflits menant la région à une spirale de violence. On aimerait en savoir plus contre ces mises en garde et comment peut-on voir le danger de l'escalade de la situation au Proche-Orient? Bon, alors, il s'agit sans aucun doute d'un moment très déterminant dans l'histoire du Moyen-Orient. On a un recours excessif, continu à la force militaire pour terroriser, affamer les civils et une punition collective pour le peuple palestinien et peut-être même un déplacement forcé de ces Palestiniens qui veulent seulement vivre sur leur territoire. Alors, cela s'accouple maintenant avec la tension régionale dans la région après l'attaque iranienne en réponse à l'attaque initiative d'Israël en attaquant le consulat iranien à Damas. Ce qui constitue, comme tout le monde le sait, deux violations du droit international. La première, c'est d'attaquer un pays souverain, qui est la Syrie, et deuxièmement, c'est attaquer une mission diplomatique à Damas, qui est une mission diplomatique qui doit avoir toutes les immunités et toutes les sécurités possibles. Alors, deux fois violation. Malheureusement, on n'a vu aucune réaction des pays qui ont maintenant, aujourd'hui, sont précipités pour ajouter d'autres sanctions sur le régime iranien qui a riposté contre l'attaque israélienne. Cela dit, Israël ne pouvait pas se défendre toute seule, alors elle a dû recourir à d'autres instances pour l'aider à se défendre contre l'attaque iranienne, les missiles et les vols iraniens, notamment les États-Unis, l'Angleterre et la Jordanie. Alors maintenant, on est dans une situation où on attend, encore une fois, selon les médias et selon même les déclarations des officiels israéliens, une contre-attaque, encore une fois, contre l'Iran. Cette fois, ça sera dirigé directement vers l'Iran. Je ne crois pas qu'ils vont attaquer un des pays, ou pas des pays, des organisations alliées à l'Iran, telles que le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen ou même en Syrie et d'autres. Non, cette fois, l'attaque sera dirigée vers l'Iran même, étant donné que l'attaque iranienne était adressée à Israël. Alors, cela risque de tourner toute la région dans une boule de feu. On a vu ça déjà avec les déclarations du président El-Sisi hier, en se méfiant de tout ce qui se passe là avec quand il a reçu son Excellence le roi du Bahreïn. Alors, on espère qu'à la fin du compte, on va entendre la voix de la raison et qu'on n'a pas besoin d'encore une autre escalation, notamment que l'escalation primitive, la première, celle de Palestine, n'est pas encore terminée. Alors, cela menace d'englober toute la région dans un danger qui sera très fort pour tout le monde. Comment peut-on évaluer à l'heure actuelle la situation à Gaza suite à beaucoup de discussions et suite à beaucoup de résolutions entreprises depuis bien longtemps? Bon, les résolutions qui ont été déjà prises n'ont jamais été respectées par Israël. On a la dernière résolution, le 2728,
qui devait totalement arrêter les actions militaires contre les Palestiniens jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ça n'a jamais été respecté. Toujours les États-Unis sont en train de défendre diplomatiquement Israël et son droit de tenir cette guerre. Et d'ailleurs, je trouve que maintenant, qu'après avoir un peu facilité l'entrée des camions et de l'aide humanitaire, je trouve que cela peut être lié à la décision américaine de ne pas supporter Israël dans son offensive contre Rafah, à moins qu'il y ait de l'aide humanitaire qui rentre. Alors, j'espère qu'Israël n'a pas accepté de faire rentrer les camions d'aide humanitaire et d'aide médicale que parce qu'elle a l'intention toujours d'attaquer Rafah. Et c'est de là que j'ai peur d'entendre les nombres qui sont en train de grandir, malgré que ce n'est pas suffisant quand même, mais au moins c'est beaucoup mieux qu'avant. Alors on attend et on espère que cette aide humanitaire c'est un résultat d'une pression de l'Ouest en général, des États-Unis spécifiquement, et que la question de mener une attaque terrestre contre Rafah s'éloigne aussi. Alors jusqu'à maintenant, malheureusement, ce qu'on entend, c'est que Israël toujours insiste qu'elle va mener sa guerre contre Rafah, contre le peuple palestinien. Rafah. N'oublions pas qu'ils sont en majorité maintenant des réfugiés qui viennent ou du nord de Gaza ou bien du centre de Gaza pour être dans cette enclave de Rafah tout au sud, et que Israël, si elle rentre là-bas avec une opération terrestre, cela risque de tuer des milliers, si pas même plus que des milliers de citoyens palestiniens et notamment des civils, des femmes, des enfants, comme Israël a toujours eu l'habitude de le faire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passons au volet africain. Et l'Égypte établit des projets dans le domaine de l'eau en Afrique d'un coût de 100 millions de dollars. Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilam, a indiqué que l'Égypte a établi de nombreux projets relatifs à l'eau en Afrique pour un coût total de 100 millions de dollars afin de répondre aux besoins en eau des citoyens de ces pays. Une annonce à l'occasion de la célébration de l'Égypte de la Journée internationale de l'eau. Les détails avec Rim Samir et Perihan Farouk. Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilam, a indiqué que l'Égypte a établi de nombreux projets relatifs à l'eau en Afrique pour un coût total de 100 millions de dollars afin de répondre aux besoins en eau des citoyens de ces pays. Une annonce à l'occasion de la célébration de l'Égypte de la Journée internationale de l'eau. Les projets installés dans les pays africains relatifs à l'eau comprennent notamment la création de stations d'eau souterraines de puits équipés d'énergie solaire, de marinas fluviales pour servir à des fins de pêche et de navigation, de réservoirs souterrains et de barrages pour récupérer l'eau de pluie. Des centres de prévision des pluies et du changement climatique, des laboratoires d'analyse de la qualité de l'eau, ainsi que la formation et le renforcement des capacités des stagiaires africains sont également installés. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec les pays du bassin du Nil, en particulier pendant sa présidence du Conseil des ministres africains chargé de l'eau, a expliqué Soueilam. Le 23 février 2023, l'Égypte a succédé à la Namibie à la présidence de l'AMCOW pour un mandat de 2 ans, février 2023 à février 2025. Créé en 2002 à Abuja, au Nigeria, le Conseil des ministres africains chargé de l'eau a principalement pour objectif de promouvoir la coopération, la sécurité, le développement social et économique, ainsi que l'éradication de la pauvreté dans les États membres à travers la gestion efficace des ressources en eau du continent et la prestation de services d'approvisionnement en eau.
L'Égypte a activement cherché à promouvoir la coopération entre les nations africaines pour relever les défis climatiques et atteindre l'objectif de développement durable relatif à l'eau.